Salut les Terriens! Salut les Terriens! Bienvenue dans la saison 7. Ce soir en P1, nous accueillons Cédric Villani. Cédric Villani, bonsoir. Bonsoir Thierry. Vous êtes l'un des plus grands mathématiciens français. Vous êtes titulaire de la médaille Fields, qui est l'équivalent du prix Nobel. Vous avez notamment travaillé sur l'équation de Boltzmann, surtout dans la production d'entropie, et sur l'amortissement de Landau dans un contexte perturbatif non linéaire. Je crois qu'on va se marrer ce soir. C'est parfait pour l'instant. Vous nous parlerez de votre livre Théorème vivant aux éditions Grasset. En P2, nous accueillerons Bruno Le Maire, député de l'Eure, candidat à la présidence de l'UMP et nouvelle star de la droite. Bruno Le Maire nous dira combien il prend pour une apparition dans une boîte de nuit. Bruno Le Maire nous parlera également de son livre Musique absolue, chez Gallimard. Toujours en P2, nous accueillerons Olivier Besancenot. Olivier Besancenot, toujours facteur à Neuilly, répondra à la question que tout le monde se pose, combien faut-il donner pour le calendrier des postes? Olivier nous parlera aussi de son livre On a voté, et puis après, au Cherche Midi. Enfin, en P3, après Le Zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir Michel Pouzol, qui est passé de chômeur surendetté à député à l'Assemblée. Voilà, l'émission s'appelle Salut les Terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. On commence avec les Martiens de la semaine, tous ceux qui nous ont rendu verts cette semaine. Bernard Tapie a décidé de se payer une des plus belles villas de Saint-Tropez grâce aux 45 millions d'euros d'indemnité que l'État, donc les contribuables, lui ont versé dans l'affaire du Crédit Lyonnais pour préjudice moral. Quelle bonne nouvelle! D'une part, ça prouve que tous les riches n'ont pas l'intention de quitter la France, et puis aussi, quel beau symbole, car ça prouve qu'en France, l'honnêteté est toujours récompensée. Après avoir insulté Bernard Arnault à la une de Libération, Nicolas Demorand a été désavoué par son patron. Selon Édouard de Rothschild, ce n'était pas de l'info cette une. J'ai pensé que c'était une très belle opération de marketing. Alors là, accuser un journaliste de faire du marketing, autant dire que Libé est devenu un tabloïd qui cherche à faire scandale pour gonfler ses ventes. Curieusement, Demorand ne s'est pas vexé puisqu'il n'a toujours pas proposé sa démission. Arnaud Montebourg est tombé d'accord avec le patron de Peugeot. Pour redresser l'industrie automobile, la seule solution, c'est de fermer les usines installées en France. L'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois fermera donc ses portes comme prévu. Pauvre Arnaud, vu que dans ses éditos des Inrocks, Audrey Pulvar a les larmes aux yeux quand elle parle des usines qui ferment, on se demande comment elle va pouvoir rester avec un mec pareil. Voilà, c'était les Martiens de la semaine par Blacko et Grapp. Ça vous inspire? Intéressant. Entre un politique qui est en campagne et un politique qui est à un poste de responsabilité, parfois il y a un monde. Oui. Alors Cédric, vous ne nous avez pas rendu verts cette semaine. Tant mieux. Mais vous êtes un martien quand même. Non. Il y a Chopin qui a appelé, il aimerait bien que vous lui rendiez ses fringues. Alors en fait, vous étiez à l'école normale supérieure quand vous avez été attiré par une publicité dans le métro pour un magasin qui vendait des chemises à manches bouffantes. Vous y êtes allé pour acheter des chemises à jabot. C'est comme ça que tout a commencé. Oui, en fait. vous êtes très bien informé. Ouais. Et j'y vais toujours, ils ont de la très belle marchandise. Je ne suis pas sponsorisé, je le dis comme je le pense. Et je leur achète toujours Ascot et Lavallière. Alors c'est quoi un Ascot? Ici, un Ascot. Vous voyez, plus orné qu'une Lavallière, plus court. D'accord. Est-ce qu'on se moque de vous? Fort rarement. Oui. La dernière expérience, ça m'est arrivé il y a un an, je pense, dans un café avec une bande de jeunes complètement ivres qui, là, se sont dit « Oh là là, celui-là, on va lui faire sa fête. Oui. Mais on va mettre ça sur le compte de l'alcool. Oui. Alors, les araignées en broche, c'est arrivé beaucoup plus tard, hein, il y a 7-8 ans, non? Oui. Ça vous va bien, hein?
Merci. Vous en avez combien chez vous? Oh, une bonne quinzaine. Ah ouais? Elles viennent de diverses parties du monde. Il y en a qui viennent d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Europe de l'Est. Aujourd'hui, vous avez hésité entre celle-là et une rouge. Hein? Ouais. Je crois que celle-là est mieux. Ouais. Merci. C'est vrai que vos cheveux ont des racines carrées, non? Enfin, ce qui fait de vous la star des mathématiciens français auprès du grand public, c'est la médaille Fields, qui est donc considérée comme le Nobel des mathématiques. Un big up! Eh ouais. Alors cette médaille Fields, donc vous avez lu d'être fait chevalier de la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy. C'est vrai qu'il vous a félicité pour la médaille Michel Fields. Non. Oh là là. Alors la médaille Fields, donc c'est un peu le saint graal de tous les mathématiciens du monde. Vous dites, mais on n'y pense pas, on ne travaille pas pour elle, cela porterait malheur, on ne la nomme même pas, on évite de prononcer son nom, on écrit la MF et le destinataire comprend. Ouais. Aucun mathématicien, je pense, n'osera s'avouer, même à lui-même, qu'il convoite la récompense. Ouais. Vous savez qu'il y a une limite d'âge stricte, 40 ans. Oui. Après 40 ans, vous ne pouvez plus avoir la médaille. Mais ça serait tellement prétentieux d'en parler, et puis même, ça porte malheur. Mais surtout, c'est tous les 4 ans. Donc si vous ne l'aviez pas en 2010, vous ne l'aviez jamais. Exactement. Alors, pour vous, les qualités d'un grand mathématicien, c'est l'imagination et puis la ténacité. Vous citez l'exemple d'un mathématicien russe qui s'appelle Grigori Perelman, qui est resté cloîtré 7 ans au fin fond de la Russie pour résoudre la conjecture de Poincaré. Et quand il y est parvenu, il a refusé la médaille. A refusé la médaille, a refusé le prix clé du millénaire qui venait avec une récompense d'1 million de dollars. Oh là là. Personnellement, je vais vous dire, quand on a fait ce qu'il a fait, tout le monde le connaît. À ce niveau de notoriété de reconnaissance, que vous acceptiez ou pas la médaille Fields, ça ne change rien. Ouais. C'est comme Sartre refusant le prix Nobel. Quelle importance, tout le monde le connaît. Vous l'auriez pris le $1 million, vous? Je pense que j'aurais eu des ennuis à la maison si j'étais rentré en disant... Alors, c'est comment un mathématicien au quotidien? Vous devez être pénible parce que vous voulez toujours démontrer ce que vous affirmez, j'imagine, non? C'est un peu comme n'importe quel métier où vous avez besoin de temps en temps d'être un peu obsessionnel. Oui. Alors, votre femme a déclaré « Il est agaçant par sa lenteur à comprendre tout ce qui est physique et mécanique. » C'est-à-dire quand le lave-vaisselle est en rade, vous ne faites rien, vous. Ah, non, d'habitude, c'est moi qui suis en charge de la vaisselle. Ah bon? Et vous savez, sans rire, faire la vaisselle, c'est une activité qui vous libère le cerveau, qui vous permet de réfléchir faut le dire aux sereinement femmes, à d'autres choses. Ah oui. Alors, même en famille, à Noël, vous avez les maths en tête, vous dites, pendant que les enfants ouvrent les cadeaux, j'aligne les factoriels. Ouais, comme autant de bougies renversées, parce qu'en période de Noël, on pense à des bougies, et les factoriels en mathématiques, ça se note comme un point d'exclamation. Ah. Ouais, ouais. Et là, vous alignez des factoriels? Là, en face de vous? Ouais. Non, je suis désolé, mais vous m'avez inspiré aucune pensée mathématique, Thierry. Alors, sinon, j'imagine que vous êtes un garçon fidèle, parce que la règle de 3, ça s'applique partout, sauf dans le couple, non? Ouh là là, Joker. Ah. Joker. Quand vous rencontrez une fille dans la rue, vous l'appelez X? Y. Ouais. Ouh là là. Il faut s'approcher de moi pour vérifier, demander aux téléspectatrices de faire l'expérience. Oui. En fait, vous avez beaucoup mieux, vous dites que contrairement au plaisir sexuel, le plaisir d'avancer dans une démonstration mathématique peut durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc effectivement, voilà. Vous voyez, on a tout ce qu'il nous faut. Alors, qu'on fasse la comparaison ou pas avec le plaisir sexuel, il y a un vrai plaisir, une certaine jouissance à voir, d'un coup à comprendre les agencements des différents éléments les uns avec les autres. Tout ce qui vous embêtait jusque-là, tout ce que vous n'arriviez pas à mettre dans un cadre, d'un coup, ça prend sens. Une belle architecture qui se dévoile. C'est fascinant. Alors, votre livre, Théorème vivant, publié chez Grasset, n'est pas du tout un livre de vulgarisation scientifique, en fait. C'est un mix entre le journal intime, le carnet de bord professionnel, il y a des portraits, Einstein, Poincaré, Boltzmann, il y a des formules, d'excellentes formules, mais mathématiques. Il y a des mails, il y a des voyages, il y a des chansons. C'est très étonnant. Hein. Ouais, il y a là-dedans tout ce qui fait le quotidien du mathématicien, c'est assez voyeur, on va dire. Vous entrez dans son intimité et vous voyez ce à quoi il pense. Ouais. De temps en temps, il y a des inspirations, de temps en temps, il y a du désespoir, de temps en temps, il y a du dur labeur.
et puis les éléments du monde extérieur qui viennent interagir avec votre réflexion intérieure, des chansons, comme vous le dites. C'est quoi les chansons que vous écoutez? Il y a quelques jours, je faisais DJ sur Radio Classique. Ah oui. Et j'ai fait passer... Ouais. Et j'ai fait passer du Prokofiev, du Schubert, du John Adams, Juliette Noureddine, Jean Ferrat et Hubert Félix Stéphane. Ah, vous êtes le seul à écouter ça. Hubert Félix Stéphane. Alors, quand on lit votre bouquin, évidemment, et je le dis aux gens, quoi, les formules, c'est surtout beau. Il ne faut pas essayer de les comprendre, quoi. C'est des formules mathématiques. C'est Man Ray qui trouvait ça très beau, les formules mathématiques. C'est exactement ça. C'est l'un des premiers, c'est peut-être le premier dans le domaine de l'art, Man Ray, qui a eu l'idée d'intégrer dans ses compositions, aussi bien des photos que des tableaux, des éléments mathématiques, des représentations de formules auxquelles il ne comprenait rien. Et vous savez, il y a des lecteurs qui me disent qu'ils passent autant de temps à lire les formules de l'ouvrage auxquelles ils ne comprennent rien qu'à lire le texte lui-même. Alors, c'est Olivier Nora, le patron de Grasset, qui vous a demandé de raconter l'histoire de la démonstration d'un théorème. Mais c'est pas facile, hein, quand on lit le bouquin, de résoudre un théorème. Hein. Écoutez, si ce n'était pas facile, on ne serait pas fier de l'avoir résolu. Voilà. Tout ce qui est dans la vie, tout ce dont vous êtes fier, c'est quelque chose qui vous a demandé du travail, avec une difficulté à résoudre. Si les récompenses tombaient du ciel sans qu'on ait rien à faire, ça ne serait pas intéressant. Très bien. Nous sommes toujours en compagnie de Cédric Villani. Et nous accueillons Bruno Le Maire et Olivier Besancenot. Bruno Le Maire, bonsoir. Bonsoir. Il y a quelques mois, vous étiez encore ministre de l'Agriculture. Et vous êtes ici ce soir pour nous dire votre soulagement de ne plus devoir tâter le cul des vaches, manger des andouillettes dès le matin et dire à des gens qui sentent le purin qu'ils font un métier formidable. Vous êtes toujours député de l'Eure. Toujours. Vous faites partie de l'association des amis de Nicolas Sarkozy. Ça fait pas un peu doublon avec le MEDEF, quand même, non? Est-ce que Liliane Bettencourt fait partie de l'association des amis de Nicolas Sarkozy ou vous avez fait de gaffe cette fois? Ça, il faudra l'interroger, mais je ne crois pas. Vous croyez pas? Je ne crois pas. Alors, comme François Fillon, comme Jean-François Copé, comme NKM, comme Henri Guénaud, vous êtes candidat à la présidence de l'UMP. Vous avez pensé au tirage au sort, non? Ça aurait pu arranger mes affaires. Sauf si c'est Morano qui gagne. Ça aurait pu, mais elle n'est pas dans la liste. Hein. Ah ben tant mieux. Alors, il y a des problèmes de parrainage. Hein. Des gros problèmes de parrainage. Vous dites vous-même, je suis loin du compte. En fait, vous en avez 4000, il en faut presque le double. Un peu plus ce soir. Ah. On va dépasser les 5000. Ah ben c'est bien. Voilà. C'est bien. Ah, et quand même, hein. Ça s'arrose. Mais alors, c'est pas très démocratique tout ça, parce qu'au PS, on a bien vu comment ça s'est passé, quoi. C'est de la nomination, quoi. Ils ont nommé Harlem Désir. C'est encore mieux, c'est-à-dire qu'on nomme d'abord et on interroge les militants après. Oui, mais nous, alors... au moins, on interroge les militants avant et il y a un vote. Oui. C'est déjà un peu plus démocratique. Oui, enfin, ce qui n'est pas démocratique, c'est que vous, par exemple, vous risquez de ne pas pouvoir vous présenter, quand même. On ira tout près, et puis au moins, il y aura eu un processus démocratique. Ouais. Alors, il n'est pas parfait, mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'au prochain coup, c'est-à-dire l'élection de 2015, là, on ait un vrai processus démocratique à l'UMP. Ouais. Ça fera contraste avec le PS. C'est Copé qui verrait où le truc, c'est ça, non? Non, c'est personne, c'est Regardez, statut. regardez. On dit que le requin a eu peur de se faire bouffer. Alors, quand on vous demande ce que vous pouvez apporter à l'UMP, vous dites « Je suis le seul à poser un diagnostic lucide sur la situation ». Je pense que ça fait des années qu'on perd du terrain dans les territoires, Ouais. dans les villes, dans les communes, dans les départements, dans les cantons. Puis tout d'un coup, le roi est nu, il n'y a plus rien. Ouais. Et donc, il faut reconstruire. Si on va aux élections municipales en 2014 en disant aux électeurs « Vous allez choisir votre maire, mais votre maire, il va aussi être député, puis il va aussi être sénateur, Ouais. puis il va aussi être président du conseil des communes ». Là, les électeurs nous diront « Vous n'avez rien compris Ouais. ». Nous, ce qu'on vous demande, c'est des maires qui sont maires à 100%, qui sont disponibles pour leurs électeurs. Donc, pas de cumul des mandats. Si on se représente devant eux en leur disant « Vous voyez, ce député sortant, il a 74, 75 ans, mais on va quand même lui donner l'investiture parce que c'est le député sortant. » Eh bien, il sera battu Ouais. et on n'aura rien compris. Donc, il faut une pratique politique nouvelle, plus proche des citoyens. Alors, on va faire un test pour voir si vous seriez un bon président de l'UMP. Imaginons que Liliane Bettencourt vienne vous voir avec une valise pleine de billets. Vous faites quoi? Je lui dis de passer son chemin avec sa valise. Vous voyez, je ferai un très mauvais président de l'UMP. Ah ouais, là, c'est pas- Vu l'état c'est des pas finances ça. de l'UMP, c'est Faut vraiment pas prendre la le bonne pognon, réponse. Bruno. Le plus que vous avez,
c'est que Jean-François Copé joue de l'orgue bon tant pis, et vous, vous êtes un pianiste confirmé. C'est la question piano, vous êtes largement devant. Hein. Vous dites la musique est ce qui me tire le plus facilement hors de la politique. Et comme la politique, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus serein comme métier, ça fait du bien de pouvoir s'échapper de temps en temps. Alors, vous publiez chez Gallimard votre 5e livre et premier roman, Musique absolue, une répétition avec Carlos Kleiber, qui est consacré à la vie du mystérieux chef d'orchestre autrichien. Il est tellement mystérieux que jamais personne n'en a entendu parler. Et je me suis demandé à un moment si vous ne l'aviez pas inventé. Non, Carlos Kleiber est un vrai personnage, il est aussi génial que Karajan. Karajan était devant les caméras, faisait des interviews, et Kleiber, lui, n'a jamais donné aucune interview et n'a jamais été interrogé devant une caméra. Alors, Thierry, si je puis me permettre, je confirme l'existence et il y en a dans ma discothèque. Ah bon? Ah oui, oui. Alors, vous avez pensé à rajouter un bandeau écrit par l'ancien ministre de l'Agriculture et de la Pêche? Non. Ah, ça aurait pu surprendre. Je ne sais pas si ça aurait vendu, mais bon. Alors, Carlos Kleiber, 1930-2004, personnage charismatique, dépressif, fantasque, drôle de mec, qui regardait Maya l'abeille avant de diriger Tristan et Isolde, quand même. Quoi. Oui. Drôle de bonhomme. C'est le fils, d'abord, d'un immense chef d'orchestre. Éric Kleiber. Éric Kleiber. Il a vous été... Vous l'avez, Éric Kleiber, ou non? Non. Maya l'abeille, vous l'avez? Ah, Maya l'abeille. Alors, non, c'est un mec bizarre, quoi. Hein. Il était angoissé, maladif. C'est un homme qui avait un génie absolument fabuleux, mais en même temps qui avait le sentiment de jamais être à la hauteur de la musique qu'il jouait. Puis il demandait des choses à ses musiciens qui les surprenaient. Un jour, il fait une répétition du Freischütz de Weber, qui est une histoire de fantôme. Il commence, il voit que son orchestre ne joue pas exactement comme il faut, il coupe et il dit « Mais attendez, c'est une musique qui est étrange, qui est incertaine, donc il faut que vous mettiez des fantômes. » Il fait redémarrer l'orchestre. Et l'orchestre, du coup, joue de manière un peu plus relâchée. Il les arrête tout de suite. Il dit « Vous n'avez rien compris, c'est des fantômes, mais c'est des fantômes complètement mathématiques. Il faut respecter la mathématique des fantômes. » C'est beau. Alors, vous qui êtes féru de musique classique, vous ne trouvez pas ça injuste que Mozart ait vendu aucun disque de son vivant? Ah, il aurait fait effectivement fortune. Mais Olivier Besancenot s'en serait occupé, du coup. Il aurait pris 75%. Alors, Olivier Besancenot, bonsoir. Bonsoir. Alors, Olivier, vous êtes toujours facteur à Neuilly? Toujours. Vous devez avoir moins de boulot depuis que les riches sont partis, non? Ils sont bien là. Hein. Vous faites toujours votre tournée en vélo? Toujours. Et vous n'avez jamais été contrôlé positif, vous? Non, trop d'astuces chez nous. Alors, vous faites votre grand retour, et quand on vous dit on ne vous voyait plus, vous dites à ceux qui me demandent où je suis passé, je réponds qu'il faut venir dans les manifs. En fait, vous étiez toujours sur le terrain, quoi. Oui, absolument. Vous auriez peut-être mieux fait de vous présenter au présidentiel, quand même, non? Non. Bah pourquoi non? Parce que Philippe Poutou, il a fait une belle campagne. Bah oui, mais il a fait 1,15 et vous aviez fait 4 en 2007 quand même. Ouais, mais il m'a quand même manqué 46% pour être élu, hein, déjà. D'accord. Donc, voilà. Mais dis donc, 1,15 c'est un score de chasseur, non, quand même non. Ça dépend lesquels. Vous avez présenté Poutou, en fait, en vous disant qu'il n'avait pas de raison que ce soit toujours vous qui perdiez, quoi, c'est ça, non? Exactement. Voilà. Et puis comme ça commence à se voir. Voilà. Non, mais on prétend pour tout le monde qu'il faut tourner et qu'il faut arrêter de voir toujours les mêmes têtes. Je ne pouvais pas commencer à faire la même chose. Alors, vous publiez au Cherche Midi, On a voté et puis après, titre inspiré d'une chanson de Léo Ferré. Absolument. Alors le pitch, c'est la gauche a gagné, mais la lutte reste à mener car rien ne nous sera donné. Ça, vous avez raison, vous avez bien compris. Là. Ça, c'est clair. Oui. J'espère que je ne suis pas le seul à le comprendre, puisqu'on a quand même l'exemple récent des gouvernements de gauche en 81, 88, 97 qui vient nous rappeler que souvent, on a une gauche qui arrive au pouvoir et puis qui se transforme en gouvernement de droite, à peu de choses près. Hein. Jospin, il avait quand même privatisé à lui seul plus que 2 gouvernements de droite réunis. Donc ça, on le sait. Et puis on voit ce qui s'est passé dans le restant de l'Europe. Hein. Il y a des gouvernements de cette gauche libérale qui ont mené des politiques d'austérité. Donc comme on le sait, le problème, c'est ce qu'on fait. C'est soit on regarde passer les trains, et puis on se dit en milieu de mandat, bah tiens, ça y est, mince, il recommence. Et puis en fin de mandat, on dit tiens, mince, Marine Le Pen. Vous n'avez pas attendu le milieu de mandat parce que le bouquin, vous l'avez écrit cet été. Je veux dire, donc vous ne l'avez même pas laissé 100 jours à Hollande. Hein. Mais ça, je l'assume. Moi, je l'assume et je le revendique complètement. Moi, j'ai utilisé un bulletin de vote au 2e tour pour mettre une claque à Sarkozy. Voilà. Je l'ai fait sans illusion sur Hollande. L'avantage, c'est quand tu fais ça, c'est que tu n'as pas de désillusion derrière et que tu sais qu'il faut s'atteler à la tâche. Enfin, moi, l'idée, c'est comment nos anciens ont arraché un minimum de droits sociaux dans ce pays. C'est quand il y a eu du rapport de force et quand il y a un contre-pouvoir politique à la gauche. Vous avez une phrase formidable. L'objectif de Hollande, c'est sortir le système de sa crise, pas de nous sortir d'un système en crise. Pas mal.
Merci. Non, c'est vrai. Ouais, bah, je le pense, vraiment. Ça, vous avez des auteurs ou non? C'est vous qui... Oui, c'est moi. Et vous dites en parlant de PSA, ça me fait marrer, le ministère du redressement productif ne redresse que dalle. Ça, c'est sûr. C'est sûr. On a donné beaucoup d'argent public à tous les groupes qui licencient actuellement. PSA, Doux, Plisserol, on peut tous les prendre. C'est-à-dire que quand les groupes, pour qu'ils s'installent, on leur déroule un grand tapis rouge. Ouais. Quand les groupes décident de tout fermer, on leur dit on ne peut rien faire. Et ben nous, on demande pourquoi les pouvoirs Rembourser. publics, pourquoi les publics ne porteraient pas plainte pour détournement de fonds publics si un groupe sans tête, par exemple, a licencié, doit fermer une usine. Je vois que vous n'avez pas changé, vous êtes toujours Non, la non, patate. je suis au bout de mon temps. Alors, le mieux de tout, c'est que vous dites que les 75%, c'est une mesurette. Ouais. Alors ça, je veux dire, c'est pas mal. Pas mal, hein. Ouais. Ça, je veux dire, oui. Mais c'est vrai. Ah bon? Ouais, le Pourquoi pire, vous c'est voulez que qu'on c'est prenne combien? 95? On nous fait croire aujourd'hui que les riches sont accablés d'impôts. Or, en proportion, les riches payent moins d'impôts que le restant de la population. On va en parler après, rassurez-vous. Il y a un truc quand même, c'est que Hollande, il avait promis de mettre les banquiers au pas, il l'a pas fait. Hein. Non, il l'a pas fait. Mais on pouvait presque s'y attendre. Peut-être qu'il s'occupe de mettre sa femme au pas d'abord. Ça, c'est du Joe Star, ça. Alors non, là où ça devient plus compliqué, c'est que vous dites, si les manifs ne suffisent pas, on va être obligé de faire des grèves et d'occuper, quoi. On a vécu une grande défaite qui était la mobilisation sur les retraites. Ouais. On a été des millions dans la rue. Moi, je me souviens que Sarkozy disait vous êtes des millions, c'est bien. Revenez. Et alors, nous, on revenait, plus nombreux, puis il disait c'est bien. Ouais. Revenez. Et donc, en gros, les manifs, ça suffisait pas. Ouais. En 1995, quand on a empêché le plan Juppé à l'époque sur la réforme de la sécurité sociale, c'est qu'en plus des manifestations, Il y a eu une grève terrible. il y avait des grèves. Bien Il y sûr. avait le fait que l'économie tournait plus à partir du moment où ceux qui la faisaient vite décidaient de protester. Bien. On passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est Sophie de Menton, présidente du mouvement éthique, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Cette semaine, le plus riche des Français s'est fait traiter de con par Libération et de parasite par Mélenchon. Ces gens sont des parasites. En France, on n'aime pas trop les riches. La preuve, Sarkozy, le président des riches, a été battu par Hollande, celui qui ne les aime pas. Là où ça devient vicieux, c'est qu'on prend du plaisir à les détester. J'aime pas les riches. Pour exciter le bon peuple, la presse publie régulièrement des listes de noms. Le classement des chanteurs les mieux payés, des acteurs, des patrons, des sportifs ou des animateurs télé les mieux payés. Et bien sûr, le jugement des sondages est sans appel. Près de 80% des Français estiment que patrons et footballeurs sont trop payés. Après tout, être jaloux de ce qu'on n'a pas, c'est une réaction bien naturelle. Mais en France, le ressentiment s'appuie sur une idéologie. Une partie de la gauche a encore cette vision marxiste de l'économie où les pauvres sont les gentils et les riches sont les méchants. Alors bien sûr, si tous les pauvres voulaient bien se donner la main, ce serait le paradis sur Terre. Mais tant qu'il restera des riches, ce ne sera pas possible. Nous ne pouvons laisser quiconque devenir plus riche que nous. En traitant Bernard Arnault de parasite, le camarade Mélenchon illustre cette vieille idée selon laquelle les patrons sucent le sang des ouvriers. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce qu'en France, ce sont les riches qui sucent le sang des pauvres? Ou bien l'inverse? Dans les faits, la moitié de la population a des revenus si faibles qu'elle ne paye pas l'impôt sur le revenu et a besoin de l'aide publique pour boucler ses fins de mois. Alors, qui sont les parasites? Du côté des riches, on a bien une petite idée, mais c'est délicat de le dire trop fort. Car les pauvres sont de plus en plus nombreux. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Sophie de Menton, bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, et on vous retrouve régulièrement dans les grandes gueules sur RMC. Bienvenue parmi nous. Alors, pourquoi cette haine des riches? Besançon. Pourquoi on me regarde moi tout de suite À votre avis? C'est pas une question de haine. Ouais. Là, c'est plutôt une question d'amour. Ouais. On aime les richesses, nous Ouais. aussi. Voilà. Ouais. Donc on voudrait que tout le monde en ait de façon égalitaire. Bon, là, on parle de Arnaud, mais ce sont des fortunes personnelles, pas simplement grâce à leur créativité, mais parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui travaillent pour leur fortune. Donc on aimerait que les richesses qui sont produites par 90% de la population soient réparties de façon égalitaire. Voilà. Égalitaire quand même pas. Et pourquoi non? Parce que le mec qui a monté la boîte, il a le droit d'avoir plus que ceux qui bossent dans la boîte quand même. Le mec qui a monté la boîte, la plupart du temps, il arrive avec du capital, parce qu'il en a déjà à la base. Pas du tout, il peut l'emprunter à la banque enfin. Alors là, parlons-en. Des petits commerçants, des artisans, j'en vois aussi, et qui t'expliquent que quand ils vont taper au carreau de la banque, on leur dit écoute, barre-toi. Oui. Par contre, quand tu es une grande entreprise, grand tapis rouge. Oui. Donc la petite musique qui consistera à dire t'es d'en bas,
et puis chacun peut monter son entreprise. Ça, c'est une histoire qu'on raconte aux enfants. La réalité, pour moi, c'est qu'il y a des richesses en France, on est une puissance très riche, et quand on regarde les inégalités sociales, la question qui se pose, c'est de savoir si elles sont acceptables ou pas, et si on peut faire autrement. Et nous, Vous voulez pas que dans une entreprise, le patron soit payé comme les ouvriers, quand même? Non, mais on pourrait au moins déjà réduire les Il peut y écarts. avoir un petit truc en plus, quand même. Non, mais on faudrait d'abord commencer par ça, c'est réduire les écarts de salaire. Même après l'imposition, je crois que tu as des écarts entre 1, 120, etc. Enfin, j'espère que ce sera au moins un mal pour un bien, cette histoire, Arnaud. C'est que quand on voit 32 milliards d'euros, je ne suis pas mathématicien, mais je me demande, par exemple, voilà, combien quelqu'un qui gagne 1 200 € par mois, il lui faudrait combien d'années pour gagner? Il va le faire. Un grand nombre d'années. Voilà. Non mais, c'est quand même fou. Il y a qu'en France où c'est comme ça. Je veux dire, c'est le dernier pays du monde où on déteste les riches à ce point-là. Je veux dire. Mais pour un pays qui les déteste, vu qu'ils payent moins d'impôts que les autres, ça va, quoi. Qui? Les riches, en Mais il y a France, la moitié payent de la moins. population qui ne paye pas d'impôts ici. Mais parce qu'il n'y a Ils pas les vivent moyens de le ils vivent faire. bien de l'argent des riches, ceux-là. Non, ils vivent de quoi? Ils vivent de l'argent de la collectivité. Donc on peut quand même estimer que l'argent public, l'argent des impôts, doit servir à la collectivité. Pour le coup, 32 milliards d'euros, ça pourrait faire 1 million d'emplois dans les services publics. Il a par monté exemple. une boîte, le mec au début, il avait une toute petite boîte, Bernard Arnault. Il n'a pas hérité de ces 32 milliards. Il avait une petite boîte dans l'immobilier qui s'appelait Ferrinel. Et il a construit son empire, lui, avec son intelligence et ses seul. nuits blanches. Tout comme ça, tout seul. 32 milliards à lui tout seul. Non, avec des gens Il qu'il a employés. Il n'a pas des dizaines et des centaines de milliers de salariés qui travaillent pour lui. Mais oui, mais il les paye. Ah, il les paye un peu par rapport à ce qu'il gagne. Oui, d'accord, mais... Non mais est-ce qu'on comprend de quoi on parle quand on parle de 30... Enfin, je sais pas, ou alors c'est moi qui suis le seul martien ce soir. Mais franchement... Le seul marxiste, sûrement. Marxiste, peut-être que ça serait bien de relire Marx. D'ailleurs, il y a même des capitalistes qui relisent Non, mais Marx pour comprendre ce qu'il leur Tout arrive. à fait. Marx, tant que c'est l'analyse, c'est bien. C'est quand il commence à construire des régimes marxistes que ça va moins Que les bien. capitalistes sont moins d'accord, ouais, en général. Est-ce qu'il faut pour autant traiter Bernard Arnault de parasite, à votre avis? C'est le capitalisme qui est parasitaire. Voilà. Donc le problème, c'est pas d'individualiser. Moi, le sujet, c'est pas tel ou tel individu, c'est que la caricature de quelque chose qui est caricatural. Bruno, alors, cette haine des riches, Le modèle que défend Olivier Besancenot, la répartition égalitaire des richesses, on a essayé. C'est l'Union soviétique et on voit ce que ça a donné. C'est la pauvreté pour tout le monde. Sur Bernard Arnault, moi je suis le premier à regretter qu'il ait envisagé de prendre la nationalité belge. Parce que je crois que si on n'est pas d'accord avec la taxation à 75%, eh bien on se défend en France. Je rappelle juste quand même que Bernard Arnault, il a créé une entreprise qui représente des dizaines de milliers d'emplois en France. Et que les salariés de l'LVMH en France et les usines qui sont restées en France, ils sont bien contents d'avoir cette boîte. Lorsque le Jabi a fermé et qu'il y avait des ouvrières qui cherchaient un repreneur, on était bien content de trouver M. Arnault pour récupérer la boîte. La deuxième remarque que je veux faire, c'est que la description que fait Olivier Besancenot des chefs d'entreprise, moi, elle me choque profondément. Je vous le dis tel que je le pense. Parce que les chefs d'entreprise que je vois dans ma circonscription, dans l'Eure, ils n'ont pas 32 milliards d'euros de capital. C'est le boulanger du coin, c'est le commerçant, c'est le chef d'une PME qui a 10 ou 15 salariés, de soudeurs, d'entrepreneurs couvreurs, d'entreprises de bâtiments, qui embauchent des jeunes. Il pense quoi de Bernard Arnault, lui, par exemple? L'artisan, il a peut-être même encore plus que moi, dans la plupart du temps. La haine des gros patrons. Les entreprises, ou alors, sauf à me faire croire que les patrons du CAC 40 sont ceux qui créent des richesses, mais écoutez... entre autres, voilà. oui. Mais non, pour moi, ils ne les créent pas. Ils sont dans un système qui leur permet d'accumuler une partie du capital, c'est la fonction capitaliste en tant que telle, et c'est 90% de la population qui les fait. Pourquoi est-ce que vous tenez absolument à opposer comme ça les gros, les petits, le chef d'entreprise, le salarié? Moi, ce n'est pas du tout ce que je vois sur le terrain. D'abord, je vois des chefs d'entreprise qui n'ont qu'une envie, c'est que leur boîte marche pour que leurs salariés vivent bien. Je voudrais quand même donner la parole. Sujet passionnant. Hein. Voilà. C'est un sujet passionnant, mais je boue. Je suis indignée, Olivier, parce que c'est très sympathique, mais c'est ridicule. Je veux dire, le marxisme, c'est fini. Je veux dire, on est face à un monde ouvert. Même vous, Bruno, il y a les petites boîtes sympathiques. Quand on est tout petit, qu'on ne gagne pas d'argent, que ça ne marche pas terrible, on est vraiment sympa. Et donc, du coup, on manque de boîtes qui sont de taille moyenne. On manque terriblement de ces entreprises-là. Quand elles grandissent, alors là, on les aime de moins en moins. Quand c'est le 440, mais c'est une insulte maintenant quand on prononce le mot 440. Vous avez vu, on a les plus belles entreprises du monde. Je veux dire, elles génèrent un chiffre incroyable. Bernard Arnault, 90% à l'export. On en a besoin. Mais c'est je veux super. dire, bah oui. Les entreprises du CAC 40, puisque vous en parliez, leurs profits, on va dire substantiels pour se mettre d'accord, pour ne pas s'énerver. Ouais, des bénéfices. Voilà. Quelle part revient sous forme de dividendes pour les actionnaires et quelle part va dans l'investissement, par exemple, aujourd'hui?
Ça Dans le dépend monde des dans lequel boîtes. on vit. C'est complètement différent. Par exemple, il y a des grands Il n'y a groupes. pas une tendance de fond, là, ces dernières années, par exemple. Si. Alors, il y a une tendance de fond, non, mais c'est vrai. ça c'est vrai ce qu'il Quand même. dit. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai un C'est-à-dire petit que- point de désaccord avec Sophie quand même, ça va peut-être vous surprendre. Mais moi je pense qu'effectivement ce qui revient aux salariés aujourd'hui, y compris dans les grands groupes, est insuffisant. Oui, bah je oui. le dis comme je le pense parce que je crois que la dérive Oui, du c'est vrai, capitalisme bien sûr. financier, c'est que l'argent génère l'argent et que pas assez d'argent revient aux salariés sous forme de salaire direct. Même quand les profits du CAC 40 parfois baissent certaines années, les dividendes des actionnaires restent en moyenne stables. C'est-à-dire qu'ils s'arrangent pour, de toute façon, à ce que l'argent continue à rentrer dans leur caisse. Et c'est ça, c'est ce pouvoir politique, parce qu'il y a un pouvoir politique. On ne peut pas le nier, faire des efforts. Elle est mignonne, cette histoire-là, mais les salariés n'arrêtent pas de faire des efforts. Ceux de Continental, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand Xavier Mathieu, il expliquait on était des moutons, on est devenus des lions. Pourquoi? Parce que comme plein de boîtes, on a un investisseur bourré d'énergie qui passe des nuits blanches, qui leur dit écoutez, c'est dur, alors vous allez travailler plus longtemps en étant payé la même chose. Puis ils acceptent la plupart. Je connais, parce que c'est horrible. Et qu'est-ce qui se passe il après? était à votre place, Voilà. Mathieu. Et qu'est-ce Oui. qui se passe après? Oui, je Hop, sais fermeture tout de ça. l'usine. Oui. Alors, Sophie, à votre avis, pourquoi c'est comme ça la France? C'est-à-dire que, comme la France est très particulière, il y a vraiment qu'ici que c'est comme ça. Je ne connais pas la Corée du Nord, mais enfin, disons que... C'est quoi? C'est dû au catholicisme, parce que l'argent, c'est un peu comme le sexe pour les catholiques, c'est sale. C'est dû à la Révolution française, où on voulait couper la tête des seigneurs. C'est dû au marxisme, qui a quand même imprégné fortement la société française, au moins au XXe siècle. C'est dû à quoi, à votre avis? Il y a pas mal de ces raisons et j'ai un peu l'impression qu'il y a quand même une révolution qu'on s'est appropriée et que cette lutte des classes, et je suis désolée Olivier, mais la lutte des classes, vous la véhiculez. Et donc la lutte des classes aujourd'hui, c'est plus les aristos, c'est les patrons. Ouais. C'est les patrons et l'argent. On est dans cette lutte, dans cette opposition. On peut pas. Je vois très bien. On a des difficultés incroyables. On n'arrive pas à avoir des vraies décisions paritaires. L'État est obligé de s'en mêler parce que. Et je le vois, tiens, au Conseil économique et social et environnemental où je suis. Et là, les syndicalistes, on est d'accord. Et quand je leur dis, mais vous êtes d'accord avec moi, ils me disent oui, mais je ne peux pas le dire parce que derrière moi, il y a des gens, il y a des troupes, il y a une idéologie. Donc on a encore une idéologie et puis on a un problème, ce sont les politiques. Alors les politiques, la droite n'a jamais assumé d'être du côté des entreprises et la gauche ne les aime pas. Ouais. Alors, on n'est pas très bien. Je veux dire, on a un président de la République qui a dit « j'aime pas les riches », ça plante le décor. Il a dit qu'à 4 000 € par mois, on était riche. Oui. Bon, alors, c'est très embêtant et tous les patrons se sont sentis visés. Et il a créé finalement, et j'espère qu'il ne va pas le faire, parce que je souhaite qu'il réussisse, objectivement, François Hollande. On a envie que nos boîtes, elles sont ni de droite ni de gauche, on veut qu'elles réussissent. Il faut cesser, il est en train de créer une nouvelle lutte des classes. Il parle beaucoup du président précédent qui divisait, mais il est en train de diviser. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, moi, l'impression que j'ai, c'est que le populisme de droite tape sur les Arabes, et le populisme de gauche tape sur les patrons et les riches. C'est-à-dire que c'est une démarche démagogique, en fait, populiste. Je vois pas le parallèle. Je vois pas le C'est parallèle, même exactement si en effet, C'est exactement pareil. c'est l'évolution politique la plus récente. C'est du Mais- racisme social. Non, mais Comme il y a du racisme pas- ethnique, il y a du mais il y a racisme pas un- social. Oui, mais vous voulez pas de patron. Il à l'heure où trouve on qu'il y a pas parle, besoin il y a de 40 patron. 000 personnes qui vont perdre leur boulot, d'accord? Oui. Est-ce qu'il y a un seul immigré qui est responsable de ça? Non. Il y a des patrons qui Ah sont non, mais responsables je de dis ça. pas ou pas que- Voilà. Non, mais c'est juste pour repartir de ça. Et en pas plus, les c'est pas une. patrons, ils sont c'est- responsables de la je vais création terminer. d'emplois aussi. Oui, oui, d'accord. Mais vous parlez beaucoup de ça, mais c'est bizarre parce que ça bug dès qu'on parle des licenciements. Et pourtant, c'est Mais non, mais l'actualité. non, ça s'appelle C'est la destruction l'actualité. Et créatrice. c'est pas que français. J'insiste là-dessus. Moi, c'est pas le petit village gaulois qui résiste, machin. Ça, c'est le grand folklore. Mais il y a qu'en France pour penser qu'il y a qu'en France qu'on pense ça. Aujourd'hui, tu as un mouvement qui s'appelle Occupy Wall Street. Au Ouais. cœur, c'est quoi leur argument? 1%, 99%. C'est ça leur argument. On est 99% à qui on demande de payer la crise, il y a 1% de responsables. Alors on va dire, mon Dieu, c'est la lutte de classe. Ben moi, Non, je mais dis là, c'est la lutte de vous classe. mettez dans le même sac les banquiers de Goldman Sachs et les patrons français. Mais parce que dans les c'est volu- pas la même mais chose. parce que- enfin. mais parce que l'idée- Les autres, ils font de l'argent avec de l'argent. Oui. Les patrons, ils font de Mais l'argent en d'ailleurs, ayant des idées. L'idée selon laquelle il y aurait le gentil capitalisme industriel Ouais. et puis le méchant capitalisme Ouais, financier, c'est ça résiste absurde. pas au fait. Parce que la plupart des patrons dont on parle depuis le début, qui existent, parce que c'est une réalité, sont à la tête de holdings qui ont autant d'activités financières que d'activités industrielles. Donc il faut comprendre le capitalisme dans sa globalité. Qu'est-ce qu'on fait alors? On évite de rentrer dans cette logique de camp qui me frappe. Sophie de Menton, Olivier Besancenot, puis c'est l'un contre l'autre. Ouais. C'est Bernard Thibault qui dit à Jean-Marc Ayrault, il faut que vous choisissiez votre camp. Ouais. Si vous allez au MEDEF, vous êtes du côté des chefs d'entreprise. Il faut que vous choisissiez votre camp, vous êtes chez les salariés, vous êtes chez les chefs d'entreprise. Mais la France, elle a déjà essayé ça, ça fait des décennies qu'elle fonctionne comme ça. Ouais. Camp contre camp, classe contre classe, les entreprises, les chefs d'entreprise contre les salariés. On n'avance pas d'un millimètre et on appauvrit tout le monde.
Le problème numéro 1 de la France, c'est l'incapacité des gens à se parler. Lorsque vous avez Michel-Édouard Leclerc qui a un problème avec le prix de ses produits laitiers, est-ce qu'il discute avec ses producteurs? Non. Et les producteurs laitiers, quand ils ont un problème avec le prix du lait, est-ce qu'ils discutent avec l'industriel qui transforme le lait? Non. Il n'y a même pas de dialogue, il n'y a même pas de discussion. Moi, tout ce que j'ai fait comme ministre de l'Agriculture, c'est de mettre les gens autour de la table. Et on va trouver un équilibre, un point de compromis. Écoutez, de notre discussion naît quand même au moins un point d'accord, c'est que c'est très mal redistribué. Voilà. Et d'ailleurs, je prends le prix Nobel Joseph Stiglitz qui a dit « Plus une économie est inégalitaire, moins elle est efficace. » Oui, bien sûr. D'ailleurs, voilà, donc s'ils ne le font pas tout le problème de la crise, par c'est ça, amour, au moins sûr. qu'ils le fassent par intérêt, disons. Mais oui, même par rationalité, sans parler Voilà. d'intérêt. Le problème de la crise financière, c'est ça. Hein. C'est que quand tu fais des plans d'austérité, tu supprimes des emplois, tu retires du pouvoir d'achat, tu baisses les salaires, les retraites, tu prives la population des moyens de consommer ce que tu produis. Et donc, tu accentues la crise économique. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, là je suis complètement d'accord avec vous, c'est que l'argent ne redescend plus. C'est-à-dire que l'argent, il reste en haut, il ne redescend plus dans l'économie. Ah, il est bien collé, hein, on va dire. Bien là, collé. on est d'accord là-dessus. Et ben voilà, ça avance. Mais je discute, hein, on discute. Hein. L'argent ne redescend plus non plus parce qu'on ne crée pas assez de Il richesse. redescend plus, l'argent. Il ne redescend plus, mais on ne crée pas aussi assez de richesse. Et on fait croire aux Français qu'il suffira d'aller piocher dans les caisses de l'État pour arriver à redistribuer de l'argent. Or, les caisses de l'État, elles sont vides. Vous n'avez pas été au pouvoir pendant 5 ans, juste avant? Si, bien sûr. Ah, bon, je me disais. Parce que vous avez fait l'éloge du dialogue social, j'ai bien écouté tout à l'heure. Côté dialogue social, sous Sarkozy, c'était pas ça. Hein. Je sais pas comment vous le dire, mais c'était pas franchement ça. Je pense vraiment l'avoir fait à mon niveau avec tout le monde. Mais est-ce que vous avez envie de dialoguer? On fait quoi là depuis tout à l'heure? On fait un tennis? Alors oui, là, d'accord. Mais simplement... Sophie, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Nous sommes toujours en compagnie de Cédric Villani, de Bruno Le Maire, d'Olivier Besancenot. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Michel Pouzol. Bonjour. Alors Michel, bonsoir. Vous êtes député PS de l'Essonne, mais il y a encore quelques années, vous étiez au RMI, obligé de faire vivre votre famille dans un Algeco de 20 mètres carrés. De chômeur surendetté, vous êtes passé député de la République. Oui. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. En attendant, j'accueille Gaspard Proust. Ça va? Qu'est-ce que ça change? À vous, Gaspard, pour Elle est pas belle, la vie? Bon, allez, beaucoup pensent que depuis la dernière fois, les choses ont changé. Ah oui, radicalement. Vous avez vu dimanche soir l'intervention? Moi, j'accélère. François lève le pied tout de suite quand on a un airbag qui s'appelle Jean-Marc Ayrault. Enfin, le but de l'airbag, c'est qu'il gonfle sous le choc, pas l'inverse, quoi. Non, mais c'est une période extrêmement bizarre. On a Hollande président, Ayrault Premier ministre, Harlem Désir Premier secrétaire. Enfin, quand même, Désir qui a été élu. Enfin, je respecte, je veux dire, l'inventeur du pins pour myope, tu sais, le truc... Enfin, moi, j'ai longtemps pensé que la grosse main de Dingo, là, c'était comme pour le ruban rouge du sida, tu vois. Sauf que c'était pour l'hépatite. C'était un truc... Bah, heureusement, en tout cas, qu'il s'appelle Harlem Désir, quoi. Moi, ça, c'est un prénom qui conne, quoi. C'est pas... À l'UMP, vous avez pas ça, quoi. Vous avez pas un mec qui s'appelle Neuilly Blasé, quoi. Je veux dire... Non, mais ça, c'est de la petite cuisine germano-pratine, ça intéresse personne, honnêtement. Alors, ce qui compte, c'est qu'on arrête de l'ennuyer. Il faut arrêter de l'ennuyer, quoi. Si à chaque fois qu'il s'énerve, il crée un impôt, enfin, moi, je peux pas... Il paraît que l'État va gagner 30 milliards. C'est impressionnant, hein. Ouais. J'espère qu'il va s'appliquer les 75% pour voir comme ça fait mal, tu vois. En tout cas, moi, je suis content que les 75% concernent les artistes. Vraiment, je trouve ça... Comme ça, les jours où j'ai pas d'inspiration au travail, je me dis, waouh, je fais au moins chier le fisc. Mais... Alors attention, il a de grandes ambitions, ça je veux pas juger. Inverser la courbe du chômage en 1 an, sans croissance. Au moins on tient une info solide, quoi. À l'Élysée, les salles de shoot fonctionnent à plein tube. Là, on a tout essayé pour l'emploi. Ça, on a tout essayé. Relancer l'emploi, relancer la croissance, diminuer les impôts, augmenter les impôts. Enfin, il reste quoi? À part trucider les chômeurs, moi je vois pas trop le... Tu vois, ou les pousser à l'expatriation. Ça leur fera un réflexe de riche, au moins un truc en commun. Vous voyez, je sais pas, partir en Belgique. Non, pas en Belgique. Bucarest, ça c'est... Quoi? Oh. Je me demande d'ailleurs, est-ce qu'il y a dans le métro de Bucarest des mendiants français
qui interprète des tubes en roumain. Bon, ça c'est la gauche. Après, à droite, à l'UMP, on n'a pas beaucoup d'imagination, franchement. J'ai vu que Xavier Bertrand propose une candidature générationnelle, tu sais. NKM et Le Maire. Quelque chose comme attelage, hein. La polytechnicienne, le normalien et l'agent d'assurance, tu vois. On dirait un film de Sergio Leone, tu vois. Hein, l'amateuse, le littéraire et l'escroc, quoi. Je veux dire. Quant à vous, Besançon, moi je ferais moins le malin. Hein. Anticapitaliste. Un type qui a au moins une fois dans sa vie distribué une enveloppe à Bettencourt. Non mais, qu'est-ce qu'elle va prendre, la pauvre, qu'est-ce qu'elle va prendre? Une rentière, mais bon, c'est quoi un rentier? C'est quoi un rentier? C'est un chômeur qui a l'élégance de ne pas demander une allocation. Non mais oui, il faut réfléchir, quoi, merde. Faut pas m'énerver, hein. Alors après, à l'économie, Arnaud va partir en Belgique. Alors tout le monde qui queen. Ah ouais, mais Bernard Arnault est parti en Belgique pour des raisons financières. Ben, heureusement, quoi. On va pas partir pour le climat, quoi. Hein? Ou les paysages, quoi. C'est-à-dire, là, enfin, les paysages belges. Le paysage belge. Enfin, le jour où la Terre se désintègre, si elle a un masque mortuaire, c'est la Belgique. Je veux dire. Tu m'étonnes que Napoléon ait perdu à Waterloo. Enfin, moi, il est arrivé là-bas, il a vu le truc, je dis ah non, j'ai pas envie de me battre. Puis faire la guerre avec la chanson de Abba dans la tête tout le temps, enfin, c'est pas. Mais je me disais, quand on pense que l'homme le plus riche de France doit s'exiler en Belgique alors que des retraités à peine smicards s'expatrient au Maroc, ouais. Où est la logique, quoi? Olivier, explique-moi. Bah ouais. Et Bernard est fragile. Portez plainte. Enfin, au lieu de porter plainte, il aurait mieux fait de racheter Libé. Avec une ligne éditoriale un peu sévère comme ça pour faire chier les gauchistes qui bossent là-bas, quoi. Un truc qui ferait passer le Figaro pour un journal anarchiste. Hein. T'imagines la première une, la photo de Copé, avec le titre « Peut-on faire confiance à un mou ?» Ça, c'est... Mais... Ce que vous oubliez, Besancenot, qui sont les clients de LVMH? Hein, qui? Les riches. Vous croyez vraiment que la caissière de Monoprix elle a les moyens de lâcher 1000 balles dans un cul de veau tanné? Alors, on veut mettre à la porte un type qui ponctionne les riches, c'est comme incroyable, quoi. Au lieu de stigmatiser ce pauvre homme, quoi, il faut se renseigner un peu. Moi, j'ai vu, chiffre d'affaires de LVMH, 20 milliards par an, 20 milliards. Qui prend où? 90% à l'international. Donc, il prend chez les riches, en plus étrangers. Ouais. Si c'est pas un patriote, enfin, je sais pas. Non, Arnaud, c'est quand même le Dalai Lama du sac à pouf, quoi. Faut le laisser. Pendant ce temps, Hollande joue au curé économique. Enfin, forcément, à force de visiter les usines pour dire « Désolé, on peut rien faire », c'est devenu, tu sais, une sorte d'honneur de dernier sacrement industriel. Quoi, tu vois. Mon bon ouvrier, confesse tes péchés avant d'aller au chômage. Tu vois. Heureusement qu'il y a des techniques pour faire oublier qu'on peut rien faire. Tu vois. Les réformes dont tout le monde se fout. Tu vois. En ce moment, si tu bosses chez PSA, les seuls gens qui ont un peu d'espoir, c'est les homos avec un projet de mariage. Non mais, je me disais, au prochain plan social, il va proposer quoi? Ça va être quoi, le gimmick? La possibilité pour les enfants d'adopter les parents, le droit opposable au cancer, le classement du Vélib comme espèce protégée, enfin, tu vois... Whatever, quoi. On laisse tomber. Je sais, c'est la semaine, il faut finir avec un truc un peu sympathique, une bonne nouvelle. DSK porte plainte aussi. Ah ouais? Je comprends. T'imagines, 3 couvertures avec la même femme. Atteinte à la réputation de polygame, quoi. Alors, pas belle la vie? Voilà, c'était Gaspard Proust. Je vous retrouverai ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre invité du samedi 20. Michel Reux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 5 juillet 1962 à Clermont-Ferrand en Auvergne. Grands-parents agriculteurs, parents ouvriers chez Michelin. Enfance dans une grande tour en béton dans la banlieue de Clermont. Le bonheur. Et on avait des appartements plus grands, c'était plus confortable. Enfin, les tours, au départ, ça a été une belle avancée.
au départ. Alors le dimanche, j'allais à la messe, à Jésus ouvrier. On faisait des prières pour les ouvriers en grève là-bas. L'entrée de cette église, qui était une église très moderne, vous aviez une statue de Jésus adolescent avec des outils de charpentier à la main. Jésus ouvrier, voilà. Enfin, vous avez d'autres ambitions, vous. Hein. Quand l'instituteur vous demande ce que vous voulez faire plus tard, vous écrivez historien ou vulcanologue. Oui. Alors, quand vous rentrez à la maison, votre père vous dit « Qu'est-ce que tu as dit ?» Vous dites « C'est pas possible, tu vas demander qu'on te rende la fiche et tu vas corriger, tu vas mettre instituteur. » Voilà. Hein. Donc c'était le summum de la summum, réussite parce qu'il y avait sociale. stabilité de l'emploi, les vacances, la retraite. En 1976, à 14 ans, vous découvrez les jeunesses ouvrières chrétiennes. C'est le début de votre politisation. Vous finirez au Parti communiste, d'ailleurs. J'y passerai, j'y finirai pas. Oui. Après le bac, vous tentez architecture, mais vous n'avez pas le niveau. Et parallèlement, vous fréquentez une bande qui anime une radio pirate. Et quand Mitterrand est élu en 81 et qui libéralise la bande FM, vous vous retrouvez à animer 3 heures de radio quotidienne à Clermont. Ouais. Alors en 1985, vous avez 23 ans, vous rêvez de faire carrière dans les médias, la radio, le cinéma, vous ne savez pas très bien. Ce que vous savez en fait, c'est que vous voulez qu'on vous aime. Oui, je crois que j'avais vraiment ce besoin, c'est vrai. Oui, qu'on m'aime, c'est un beau mot. Ouais. Là, un ami vous propose de monter à Paris, puis vous commencez à écrire des petits scénarios pour des films publicitaires, à piger dans des revues du 7e art. Et puis, en fait, vous assurez surtout la direction d'un journal professionnel pour cadre de l'industrie chimique. Vous allez y rester un sacré bout de temps. Là. Oui, une dizaine d'années. C'est la belle vie, là. Oui, c'est sympathique. Vivre, gagner sa vie en écrivant, c'est toujours... même si c'est pour des cadres de l'industrie chimique, c'est quand même toujours en écrivant. Ouais. Mais l'idée de faire du cinéma vous taraude, vous inscrivez à un cours de théâtre, et là, vous rencontrez des gens qui ont envie de faire des films, qui ont envie de faire des pièces. Oui, tout à fait. Changer de milieu, là. Oui, en parallèle, je continuais à écrire, à être journaliste. Et là, vous faites un court-métrage avec l'aide du CNC, ça se passe très très bien. Vous faites bientôt un deuxième court-métrage, qui est une réussite, puisque c'était acheté par France 2. Oui, donc il a acheté, diffusé. Alors évidemment, sur le plan financier, vous avez des hauts et des bas. Quand vous recevez un gros chèque, tout va bien, puis après vous bouffez le pognon, vous êtes à découvert, puis il y a un chèque qui arrive de nouveau. Donc tout ça s'équilibre assez bien, jusqu'au jour où vous rencontrez celle qui va devenir votre femme, une veuve, qui a 2 enfants. Et là, vous vous croyez en pleine réussite, vous ne voyez pas le danger venir, vous perdez un peu le sens des réalités. Vous dépensez de l'argent, enfin bon. Hein. Et la boîte de prod qui a acheté l'un de vos scénarios fait faillite, et au même moment, votre épouse est enceinte. Oui, c'est un peu game over. Et puis quand vous faites du cinéma, quand vous êtes réalisateur, finalement, vous vous rendez compte que vous ne savez pas faire grand-chose dans la société ou comme emploi réel. Et donc là, oui, on se retrouve dans une situation où les banques sifflent la fin de la partie, brutalement. Ouais. Alors là, vous êtes obligé de quitter votre appartement du 18e, et vous vous retrouvez avec votre femme, donc, et les 2 enfants, dans un Algeco de 20 mètres carrés à Brétigny, qui appartenait en fait au mari de votre épouse. Ouais. Elle qui était décédée 4 ans plus tôt. C'était un petit endroit qui était sympa pour passer les week-ends avec les amis. C'était son utilité. Et là, il était à l'abandon. C'est recouvert de feuillage. C'est à l'abandon. Vous n'avez même pas les outils pour arranger le truc. Donc on bricole ce qu'on peut pour que ça soit vivable. L'électricité, il y a l'eau. C'est pas... Mais ça reste dans des conditions précaires, très précaires. Sans isolation, sans... ça faisait, je crois, 2,20 m de haut. Donc je touchais le plafond. Voilà, c'était... Ouais. Puis il fait froid. Puis l'hiver, il fait froid. Voilà, quand c'est mal isolé, l'hiver, il fait froid. Ouais. Il fait froid. Alors là, vous cherchez du travail comme un fou, évidemment, mais vous n'en trouvez pas. Vous êtes interdit bancaire, évidemment, et vous êtes dans une procédure, à partir de ce moment-là, de surendettement. Ouais. Alors vous allez au RMI, 800 € par mois à 5, puisque le petit est né, évidemment. C'est pas beaucoup, hein. Non, c'est pas beaucoup. C'est pour ça que quand j'entends parfois aujourd'hui des gens qui disent ceux qui sont au RMI finalement profitent du système, je peux vous dire que quand vous vivez à 800 € par mois, vous profitez de rien du tout. Vous êtes dans une position de survie et je crois que personne n'a envie dans sa vie de rester dans une situation aussi précaire. C'est insupportable. Donc, Alors là, vous faites des petites missions, évidemment, pour gagner votre vie. Vous allez dans les supermarchés, notamment chez Decathlon, pour mettre les produits en rayon. Et là, il y a un truc terrible. Un jour, vous êtes dans les quarts d'ouvriers précaires, donc on emmène sur le lieu de travail, et on vous met un code-barre sur la poitrine et on
Vous avez trouvé ce système-là pour faire l'inventaire. C'est-à-dire que tous les salariés avaient un code barre. Vous étiez flashé à l'arrivée, flashé à la sortie, flashé pendant vos heures de travail pour qu'on sache à quel rythme vous travaillez. Voilà. Se sentir un produit flashé avec un code barre sur la poitrine, j'ai trouvé ça extrêmement humiliant. Voilà. Là, pour le coup, déshumanisant. Mais par contre, les jeunes cadres qui avaient réfléchi au système trouvaient ça extraordinaire. Et toute la soirée, ils avaient inventé quelque chose de formidable. Ils avaient effectivement réduit l'homme dans le supermarché à l'équivalent du produit qu'ils mettaient en rayon. Là, c'est quand même le fond. Là, c'est un peu difficile, oui. Moralement, c'est pas... Quand vous sortez de ça et que vous rentrez dans l'Algeco... Oui, c'est pas... pas facile. Non. Et votre femme, toute cette période, comment elle réagit? Difficile aussi. Et puis, en même temps, voilà, on a des enfants. Et les enfants, ils sont... C'est la petite maison dans la prairie. On est il y a les écureuils. tous ensemble. Il y a les écureuils qui se battent sur le toit le matin. Enfin, il y a un côté, pour eux, bizarrement extraordinaire. Et puis un jour, un bénévole de la SNL, Solidarité Nouvelle pour le Logement, débarque chez vous. Et elle vous dit, c'est pas possible, quoi. Vous pouvez pas rester là-dedans avec un bébé. Exactement. Et donc, ce sont des gens qui rachètent, qui louent des maisons à des loyers adaptés avec un suivi social. Et vous avez une petite maison, en fait, dans le centre-ville de Brétigny. Voilà. Hein. Alors, quand vous avez renoué avec votre statut de citoyen normal, vous renouez avec vos premières amours politiques, vous prenez votre carte du Parti Socialiste. Meeting à Brétigny de François Hollande, où les gens qui sont là ont la bonne idée de faire monter ma petite fille sur scène en plus à la fin pour lui remettre une rose. Et puis à François Hollande, qui n'était pas, je dois le dire, qui me pardonne maintenant, qui est notre président de la République, mais pas ma tasse de thé jusqu'à ce jour-là, et là, qui était brillantissime, drôle, incisif, très politique, et je dois avouer, à mon grand étonnement, qui m'a donc poussé à rejoindre le Parti Socialiste à ce moment-là. Et là, un jour, un jeune homme vient vous voir et vous dit « Tu sais, quand tu parles, les gens t'écoutent. Je pense que tu devrais te présenter au cantonal. » C'était Benoît Hamon. Exactement. Je ne le connaissais pas, qui était dans la section de Brétigny. Hein, il était militant aussi. Alors, il était député européen déjà, mais moi, je ne le connaissais pas, enfin, ni dans cette section-là. Puis un jour, j'avais dit à mon épouse, écoute, on va aller à une réunion ce soir, et il faut qu'on leur dise qui on est. Il faut qu'on leur raconte ce que c'est que la précarité, l'intérim, le surendettement, la difficulté sociale, ce que c'est d'avoir froid, enfin, d'avoir ce genre de choses. Et je dis, tant pis, on verra bien s'ils nous jugent ou pas. Et ils ne nous ont pas jugés du tout, au contraire. Ils nous ont accueillis. Voilà. Mais c'est un moment assez difficile. Bien sûr. Et Benoît, donc, était là. Là, vous faites couper les cheveux? Oui, parce que j'avais les cheveux aux épaules. Donc pour faire de la politique, on m'a dit, bon, ça va quand même être compliqué. Et ma fille pleure pendant 3 heures en me disant, je ne te parlerai plus jamais, maintenant tu n'es plus beau. Voilà, vous êtes élu conseiller général, et 4 ans plus tard, donc député. Et ce qui est intéressant dans votre histoire, c'est que vous dites, je ne crois pas du tout où quand on veut, on peut. Moi, je m'en suis sorti grâce au Pôle emploi, aux assistantes sociales et aux psychologues. Oui, tout à fait. Moi, je pense que sans solidarité, sans système public pour laisser des portes ouvertes quand tout se ferme, on n'y arrive pas seul. C'est pas vrai. Seul, on s'enfonce, on n'a pas la solution, on ne voit pas la sortie du tunnel. Et je crois que si personne ne vous tend la main, et notamment, moi je le dis, il y a une assistante sociale qui a fait un énorme travail avec nous, qui a pris le temps de nous écouter, qui a pris le temps de nous recevoir plusieurs fois, de nous convaincre d'aller voir cette association, de faire un vrai travail de fond. S'il n'y a pas ça, je pense qu'on ne s'en sort pas. Alors, monsieur le député, est-ce que vous retournez des fois dans l'Algeco pour voir les écureuils? Alors, mes enfants, ils vont de temps en temps. Moi, j'ai encore beaucoup de mal. Ça reste, j'en parle, mais ça reste une blessure. Et puis, quand on a une famille, ça reste un échec de se dire, voilà, j'ai pas pu les préserver de ça, j'ai pas pu les protéger. Donc, pour moi, ça reste difficile. Mais bon. Alors, mercredi dernier, c'était votre première rentrée parlementaire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à l'Assemblée? Il ne faut jamais oublier que ce dont on parle sont des histoires humaines. Voilà, quand on entend PSA, moi, j'entends pas des chiffres, je vois l'impact sur les familles. Et on ne peut pas baisser la garde là-dessus. Voilà, il faut rester vigilant. Et je voudrais dire aussi que la précarité, c'est pas une maladie... C'est pas une maladie mortelle, que ça peut être un passage de la vie. C'est pas une fatalité. Encore faut-il que collectivement, on en décide ça. Merci, voilà. C'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Cédric Villani pour Théorème Vivant chez Grasset.
Bruno Le Maire, député de l'Eure, pour Musique Absolue chez Gallimard, Olivier Besancenot pour On a voté, et puis après, qui est publié au Cherche Midi, Sophie de Menton, présidente du mouvement Éthique, et Michel Pouzol, député de l'Essonne. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Made in Groenland. Et pour les abonnés à 20h55, Soul avec Angelina Jolie. Rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr avec le top des vannes, l'édito de Blacko, l'édito des Gréments, les Martiens de la semaine et Gaspard Proust. Salut les gars. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.